Au cours de l'été 1961, Mao reçoit un visiteur inhabituel, le maréchal britannique Montgomery, chef militaire qui, comme lui, a dû faire face à d'énormes pertes humaines en temps de guerre. Mao lui fait un aveu qu'il n'a fait à personne d'autre. La Chine est confrontée à la famine. Mais même à Montgomery, Mao ne révèle pas l'ampleur de la tragédie en train de se dérouler. La famine commença à apparaître durant l'hiver 1958, dans les provinces du Shandong et du Henan. Selon les chiffres officiels, le nombre de morts passa de 1 440 000 en 1958 à 4 620 000 en 1959, puis en 1960 à presque 10 millions. J'ai moi aussi analysé les chiffres. À mon avis, la famine, durant cette période, a fait en tout 38 millions de victimes. Le district rural de Shenyang, à 800 km au sud de Pékin, a été choisi comme modèle national. En 1958, plus d'1 million de fonctionnaires de toute la Chine y sont allés pour apprendre. Ce film de propagande de l'époque vante les réalisations du district en montrant les profits exemplaires que le système communautaire peut générer s'il est appliqué avec le zèle nécessaire. Mais ces images ne sont qu'un mensonge. Au jardin d'enfants, les enfants ressemblaient à des petits singes. Leurs yeux brillaient et leurs visages étaient squelettiques. Ils traînaient par terre, incapables de se lever. On a vu un petit garçon ramper jusqu'à la cuisine pour ramasser une pelure d'oignon qu'il a dévorée. Officiellement, les récoltes sont exceptionnelles et les céréales abondent. Les cuisines collectives répondent à tous les besoins des paysans. En réalité, il n'en est rien. Le cannibalisme s'est répandu, du moins à Xinjiang. Les gens coupaient des morceaux de chair sur les cuisses des cadavres et les rapportaient chez eux pour les faire cuire. On a vu aussi des cas où certains mangeaient des personnes vivantes. Des gens mangeaient même leurs propres enfants. Les gens n'avaient pas peur des morts mais des vivants, car eux pouvaient vous manger. Il n'existe pas une seule photo de la famine. Personne n'en a jamais pris. La famine reste un secret, masqué par des images d'abondance. Mao sait que si la vérité éclate, les ennemis de Pékin vont jubiler à l'idée des souffrances causées par sa politique. À Xinjiang, la région modèle, où 1 million de personnes, 1/8 de la population est mort de faim, les médias de l'État dépeignent un monde souriant, totalement fictif. Afin que personne n'apprenne la vérité, la zone est bouclée et la circulation des personnes et des informations est interdite. Presque tous les carrefours étaient surveillés et ceux qui tentaient de s'enfuir pour trouver du travail et de la nourriture étaient arrêtés. On les privait de tout moyen d'existence. Quel autre choix que la mort y avait-il? Leur seul droit, c'était mourir. Le mensonge perdure. Les faits sont systématiquement occultés. En 1960, 3 fonctionnaires supérieurs du gouvernement font une analyse détaillée des chiffres de la population. Les 3 fonctionnaires ont fait un rapport qui montrait que la population du pays avait diminué de plus de 10 millions. Ils l'ont envoyé à Zhou Enlai et à Mao Tse-tung, qui en furent les seules personnes informées. Et Zhou Enlai a donné l'ordre de détruire immédiatement ce rapport. D'autres dirigeants chinois, même le chef de l'État Liu Shaoqi, ne connaissent jamais la vraie situation. Liu commence à comprendre à quel point les choses vont mal quand il se rend l'année suivante dans son village natal au Hunan
et qu'il discute avec les paysans. Lorsque mon père est arrivé, les paysans lui ont dit que le problème majeur était la sécheresse. Il a répondu « J'ai grandi à la campagne. Lorsqu'il y a la sécheresse, les mares sont à sec. Or ici, elles sont à moitié pleines. Donc même si le manque d'eau est un problème, ce n'est pas le problème essentiel. » Malgré ces questions, les paysans n'osaient pas lui dire la vérité. C'est seulement après plusieurs rencontres qu'ils finirent par l'admettre. L'un des paysans lui dit « À mon avis, cette famine est due pour 30% à une catastrophe naturelle et pour 70% à des erreurs humaines. » Peu de temps après, le rationnement alimentaire est introduit. Pour les gens, c'est le signe que des temps meilleurs vont arriver. Au plus fort de la famine, il n'y avait rien qui puisse seulement être rationné. Le rationnement restera en vigueur en Chine jusqu'après la mort de Mao. Lors d'une conférence nationale, en 1962, Liu Shaoqi cite son informateur. La famine est due pour 30% aux catastrophes naturelles et pour 70% aux erreurs humaines. Mao est furieux. Il fait son autocritique avec réticence. Son autorité est intacte, mais il commence à se demander si Liu est bien le successeur qui convient. Mon père a introduit de nouvelles lois, l'une après l'autre. Ces lois permettaient à chaque famille d'exploiter vraiment la terre et de donner aux paysans des lopins privés où ils pouvaient cultiver des produits pour eux. Plus tard, le président Mao a critiqué ces mesures en disant qu'elles étaient bien pires que celles de Khrouchtchev. Lors de la campagne pour remettre la Chine sur pied, et après l'hémorragie du Grand Bond, Liu Shaoqi compte fortement sur l'indispensable Chou Enlai qui voyage partout dans le pays, encourageant les autres par son exemple. Deng Xiaoping, un pragmatiste qui mettait Mao en colère lorsqu'il disait « Qu'importe qu'un chat soit blanc ou noir pourvu qu'il attrape les souris », devint l'allié le plus proche de Liu. Ce qu'aucun d'eux ne réalise alors, c'est que le président est en train de donner à Liu une corde assez longue pour se pendre lui-même. En attendant, Mao fait ce qu'il a toujours fait dans ces cas-là, il se retire de la bataille. Je pense qu'il se trouvait de plus en plus isolé. En fait, il passait de moins en moins de temps au pouvoir. Du jour au lendemain, il ne dirigea plus ni le parti ni le gouvernement. Il passait la majeure partie de son temps à voyager à travers le pays, séjournant dans les différentes résidences de l'État. Il interrogeait les gens du coin et bavardait parfois dans la campagne avec les paysans, mais en restant toujours à bonne distance de ses collègues et de la direction des affaires. Un peu plus tard, il prit l'habitude de les laisser seuls pour mener la barque, si l'on peut dire, quitte à leur tomber dessus ensuite s'ils faisaient une erreur. Mao restant fermement à l'arrière-plan, Liu Shaoqi devient le visage officiel de la Chine pour le monde extérieur. Il voyage énormément, toujours accompagné de Wang Wangmei, son élégante épouse éduquée par les missions. Des hommes comme Ho Chi Minh au Vietnam voient en lui le camarade le plus proche de Mao et son éventuel successeur. Personne, et surtout pas Liu, n'ont la moindre idée de la tempête politique que Mao est en train de préparer. Cependant, avec le recul, les signes annonciateurs sont déjà là. En ce qui concerne l'anglais, Mao n'était pas un très bon élève.
Au début, j'avais l'impression qu'il avait beaucoup de temps libre. Mais maintenant, je pense que c'était parce qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire. Plus tard, il m'a dit « Il y a quelques problèmes au sein du Parti communiste. Je vais être très occupé. Je n'aurai peut-être plus le temps d'apprendre l'anglais. » J'ai nettement senti que quelque chose de grave était en train de se préparer. En 1965, Mao retourne pour la première fois dans les monts Jingang, où il a combattu dans les années 20. Pour son entourage, le président semble nostalgique. Ils ne peuvent pas se tromper davantage. Tandis qu'il regarde la forteresse montagnarde où il a fait son apprentissage révolutionnaire, Mao réfléchit à ce qu'il lui reste à faire. Nous n'avons compris que plus tard. Il a dit « Nous devons former la nouvelle génération des révolutionnaires qui nous succéderont. Et la seule façon pour eux d'apprendre à devenir des dirigeants, c'est de faire la révolution. » Il n'est pas entré dans les détails, mais si on se dit « Contre qui pouvait-il faire la révolution ?» je répondrai « Contre son propre gouvernement et contre le parti. » C'était la seule possibilité. Cela commence par un mouvement de protestation des collégiens. Ils dénoncent les autorités scolaires et surtout la bureaucratie du parti. En mai, une jeune enseignante de philosophie colle une affiche murale accusant la direction de son université d'être réactionnaire. Mao prend fait et cause pour elle et la jeune femme, Ni Yuanzi, devient célèbre. Le président Mao m'a dit que c'était la déclaration de la Commune de Pékin, la Commune de Paris du XXe siècle, encore plus forte et plus éclatante que la déclaration de la Commune de Paris. Il nous a rendus si célèbres, mon affiche et moi. Il m'a propulsé si haut. Ni Yanzi a placardé son affiche ici, sur un mur de l'université réservé depuis les années 50 au débat des étudiants. Ce fut le signal de la grande révolution culturelle prolétarienne, la dernière tentative malheureuse de Mao pour être sûr que ses idées révolutionnaires lui survivraient. En quelques jours, le mouvement s'est propagé comme une traînée de poudre. 6 semaines plus tard, Mao intervient de nouveau, physiquement cette fois. Le vieux président de 72 ans fait lentement entrer son corps imposant dans le Yangtze-Kiang et commence à nager, en s'abandonnant à l'eau pendant près de 2 heures, porté par le courant. En Chine, les symboles parlent beaucoup plus que les mots. C'est une démonstration de vigueur et de puissance. Après être resté sur la touche pendant 4 ans, Mao est de retour. L'exploit déclenche une vague d'émulation qui devient de plus en plus fanatique et farfelue. L'armée, qui a développé en premier le culte de la personnalité autour de Mao, donne l'exemple. Rien, semble-t-il, n'est trop extravagant lorsqu'il s'agit de manifester sa loyauté au président. Les champions de natation devaient lever les bras pour saluer, gonfler la poitrine et crier des slogans, tout ça en même temps. Nous les journalistes, on les a suivis dans de petits bateaux et on a tout vu. On les entendait crier « Vive le président Mao !» Ils avalaient des litres d'eau, ils ne pouvaient pas faire autrement. De retour à Pékin au début août, il critique Liu et Deng pour ne pas avoir pris en compte les inquiétudes des étudiants et nomme le ministre de la Défense, Lin Biao, un homme réservé et introverti, nouveau numéro 2 de la Chine. D'autres visages familiers restent en place, mais le dauphin, Liu Shaoqi, est manifestement absent. Au grand plaisir de Mao,
Le centre de gravité de la Chine est en train de bouger. Il ne se trouve plus au comité central. Il s'est déplacé dans les rues et sur la grande place qui s'étend devant la cité interdite. Depuis la révolte des Boxers contre la domination étrangère, un siècle auparavant, la zone autour de Tiananmen est utilisée comme poudrière pour embraser le changement politique. De nos jours, c'est l'un des espaces publics les plus étroitement surveillés du monde. C'est ici que bat le cœur du gouvernement depuis 600 ans, c'est ici que le peuple vient manifester et qu'en 1979 et 89, les étudiants ont exprimé leurs griefs contre le gouvernement. Dans les années 60, le dissident était Mao et son arme préférée, les gardes rouges. Le 18 août 1966 à l'aube, Mao apparaît en personne pour passer en revue ses jeunes sympathisants. 1 million au plus de troupes de choc qui ont répondu à son appel pour soutenir la pureté de la révolution chinoise. Les gardes rouges, qui bientôt se diviseront en factions violentes, s'engagent tous à donner leur vie pour défendre la cause du président. L'ordre de Lin Biao, écraser toutes les vieilleries, est transmis lors des réunions des gardes rouges à travers la Chine. Les enseignes de boutiques que les gardes rouges considèrent comme bourgeoises, comme celle de ce restaurant de Canard Laquais, sont arrachées et détruites. Les noms de rues sont changés. Les anciens sont aplatis à coups de marteau, comme si la décadence pouvait en sortir. La route qui longe l'ambassade russe est rebaptisée rue de l'antirévisionnisme. Et ce que l'on fait aux choses, on le fait aussi aux gens. Quand les gardes rouges ont surgi, il y a eu une campagne de perquisition et de saisie. Mes frères aînés y ont pris part et moi aussi. Parfois, on allait à la police pour dire « Cette famille est une famille de propriétaires terriens, ce sont de mauvaises gens. Nous allons perquisitionner et confisquer. » Parfois, on pouvait dénicher des livres interdits, par exemple une édition rare du Lotus d'or. Alors on se disait « Regarde, ils ont des livres obscènes. » Ce film en noir et blanc est exceptionnel, unique. Il est resté caché pendant presque 40 ans et n'a sans doute été visionné que par la police chinoise et par une poignée de hauts dirigeants. Il montre la véritable chasse aux sorcières que devenait la révolution culturelle, dirigée contre les anciens propriétaires terriens, les capitalistes et tous ceux qui n'appartiennent pas à la bonne classe sociale. Même la police nous aidait. Elle nous communiquait les adresses des gens sur qui il fallait enquêter. Les policiers nous disaient « un tel habite à tel endroit. Vous pouvez fouiller, vous pouvez confisquer. »
Cette routine de perquisition et de confiscation n'était pas spécialement organisée. Nos cerveaux étaient tellement échauffés qu'on le faisait spontanément. Mon école se trouvait dans les faubourgs, assez loin de la ville. Nous avons fouillé et mis à sac les maisons des anciens propriétaires et des paysans riches. Les collégiens étaient les plus sauvages. Autour de notre école, dans les villages, ils ont tué presque tous les anciens propriétaires. Mao Zedong 教导我们革命要靠自己，我们要自己教育自己，自己解放自己，自己起来搞革命。无论是北京市的革命师生，还是各地的革命师生，在无产阶级文化大革命中，我们要打破资产阶级的思想，大力无产阶级思想，也就是大力毛泽东思想。中国共产党万岁！战无不胜的毛泽东思想万岁！我们伟大的领袖毛主席万岁！万岁！Tous les dirigeants politiques savaient que les gardes rouges battaient les gens. Mais ils disaient aussi que les gens devaient apprendre des gardes rouges. Ils devaient les respecter. La distinction implicite de Chou En-lai entre l'écrasement des idées bourgeoises et l'écrasement des personnes bourgeoises est vite oubliée. Au cours des semaines suivantes, des milliers d'habitants de Pékin sont harangués et sévèrement battus. Des centaines meurent. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai vu un groupe d'étudiants, des grands gaillards dont certains étaient mes propres camarades de classe. Ils pratiquaient les arts martiaux. Ils ont bondi sur l'estrade pour frapper notre proviseur. À la fin, il n'avait plus rien d'un être humain. Son visage n'était qu'une masse noire. On ne savait pas où se trouvait son nez ou ses yeux. Lorsque j'ai vu cela, mon cœur s'est glacé. Une citation tirée de l'œuvre de Mao nous apprend « La révolution n'est pas un dîner de gala. Une révolution, c'est un acte de violence par lequel une classe renverse le pouvoir d'une autre. » C'était l'état d'esprit encouragé pendant la première année de la révolution culturelle. On disait à l'armée « bas les pattes ». On disait à la police « bas les pattes ». Et Mao disait « laissez les jeunes champions faire leurs propres erreurs, en tirer les leçons et se corriger. Nous ne pouvons pas rester derrière eux, les montrer du doigt et les critiquer. » C'était donc la cacophonie la plus totale. Tandis que la cérémonie atteint son apogée, Mao et Lin Piao se retrouvent affublés de brassards de garde rouge. Chou En-lai, toujours prêt à s'adapter à l'humeur du président, semble dans son élément. Mais pas les vieux généraux, les vétérans de Mao. Une nuit, nous avions une réunion du comité permanent provincial. Soudain, les gardes rouges firent irruption dans la pièce en criant « Luttons tous contre Tan Yun-he » et ils m'emmenèrent de force.
Ils m'ont conduit à une réunion publique de critique et d'humiliation devant des centaines de milliers de personnes qui m'ont insulté. J'ai subi cela 4 ou 5 fois. Ils m'ont emmené aussi plus de fois que je ne saurais compter dans une petite pièce où il n'y avait qu'une douzaine de personnes. Les grandes réunions étaient plus faciles à supporter. Les gardes rouges n'osaient pas être trop agressifs en public. Mais dans une petite pièce, portes et fenêtres fermées, si vous ne donniez pas les réponses qu'ils souhaitaient, ils vous frappaient. La Chine est en train de subir une lente descente aux enfers. Les victimes de haut rang sont conduites pour une humiliation en public devant des rassemblements de lutte dans un stade de football. Elles portent des pancartes sur lesquelles leur nom est barré, comme des criminels de droit commun attendant leur exécution. Wu Han est un dramaturge dont l'une des œuvres a mis Mao en colère. Le président s'en sert comme prétexte pour renverser son protecteur, Peng Zhen, le maire de Pékin. La machine infernale que Mao a déclenchée va finalement faire d'autres victimes, encore plus haut placées dans la hiérarchie. Mais pour le moment, le président laisse Peng et ses collègues mijoter. À ce moment-là, l'Association nationale du commerce chinois a été attaquée. On nous accusait d'être un dangereux nid du capitalisme qu'il fallait renverser. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus nous chercher et nous ont forcés à faire la position de l'avion. Nous devions mettre nos bras comme ça et rester immobiles dans cette position pendant qu'ils nous sermonnaient sur la révolution culturelle. Mais comparé à ce qui est arrivé à certains dirigeants du parti, on s'en est plutôt bien tiré. Le fils de Deng Xiaoping, Deng Pufang, aujourd'hui président de l'Association nationale chinoise des handicapés, fait partie de ceux qui furent particulièrement maltraités. En 1966, il était étudiant à l'université de Pékin, en dernière année de maîtrise de physique. Des étudiants radicaux m'ont arrêté et m'ont gardé dans une espèce de prison. Je me suis dit que je n'avais plus le moindre avenir. Ils m'ont roué de coups. La persécution physique était très répandue à ce moment-là. Je pensais que ma vie n'avait plus d'importance et qu'il valait mieux en finir. Et là, j'ai sauté délibérément du haut du bâtiment où j'étais retenu. À ce moment-là, vivre ou mourir, ça m'était égal. Être handicapé ou pire m'était complètement indifférent. La révolution culturelle est surtout une tentative pour changer l'esprit des gens, pour le laver des vieilles pensées et des comportements qui vont avec. D'anciens propriétaires terriens et des capitalistes, portant les mots « éléments bourgeois » sur leur chemise, sont contraints de subir une rééducation par de jeunes militants. L'une des citations les plus populaires de Mao auprès des gardes rouges était « Sans destruction, pas de construction. D'abord détruire et ensuite, quelque chose de nouveau surgira. » Donc c'était « Détruisez d'abord, et après on verra. » Il le répétait, ça deviendra forcément un monde meilleur. Mais bien sûr, c'est devenu un monde bien pire. Les destructions matérielles menées par les gardes rouges
sont sans précédent dans toute la longue histoire de la Chine. Même dans le lointain Tibet, des monastères sont mis à sac et rasés. Les sites les plus importants, comme la cité interdite, sont protégés sur ordre de Chou En-lai. Mais ailleurs, les troupes de choc de Mao ont carte blanche. Des manuscrits, des milliers de livres rares, dont certains étaient des éditions uniques, sont livrés aux flammes. Aussi radicales qu'elles puissent être, toutes les révolutions gardent une empreinte de ce qu'elles détruisent. L'ancienne orthodoxie confucéenne est condamnée, de nouveaux rituels maoïstes la remplacent. Durant la révolution culturelle, les standardistes ne disent plus bonjour, mais vive le président Mao. À la campagne, les cochons portent sur leur flanc le mot loyal, pour montrer que même les animaux reconnaissent le génie du président. En privé et en public, des danses de loyauté sont exécutées pour montrer la dévotion à la cause de Mao. En octobre 1966, on célèbre la fête nationale pour la première fois depuis le début de la révolution culturelle. Le chef de l'État, Liu Shaoqi, n'est pas dans la voiture de Mao, et même pas dans la suivante. Il est dans la troisième. C'est le moment où le petit livre rouge devient l'indispensable accessoire pour tous les Chinois bien pensants, pour les gardes rouges tout comme pour leurs dirigeants, avec la seule exception du président Mao. Compilé par Lin Biao à partir des écrits de Mao, comme un recueil de maximes pour l'armée, il est rapidement devenu le bréviaire de la vertu révolutionnaire pour l'ensemble du pays. Pour ceux, rares, qui ont cette chance, le Nec Plus Ultra, c'est un petit livre rouge signé par Mao en personne. Pour les autres, le livre est un talisman, un emblème du zèle idéologique. Pour nous, Mao était l'incarnation de la vérité. On acceptait sans broncher tout ce qu'il disait. S'il disait que quelqu'un était mauvais, alors pour nous, cette personne était mauvaise. Lin Biao disait qu'une phrase du président Mao valait 10 000 phrases de n'importe qui d'autre. Parmi les gens que je connaissais, presque personne n'osait douter de ce qu'il disait. Si quelqu'un commençait à douter et à poser des questions, nous pensions tous qu'il était bizarre, dangereux, comme un fauve. Autrement dit, il ne survivrait pas. Toutes les idées contraires à la pensée de Mao et les objets qui les représentent doivent être détruits. Pas seulement le confucianisme et le bouddhisme, mais plus encore les religions étrangères,
comme le christianisme. À travers tout le pays, les églises sont fermées, les prêtres défroqués, les symboles religieux fracassés. La statue de la Vierge Marie cède la place à un portrait de Mao. Une forme de culte succède à une autre. Ce n'est pas simplement le culte d'un dirigeant, c'est une religion à grande échelle, une religion à son stade de développement le plus naïf et le plus primitif, avec ses miracles et ses superstitions. Tous les jours, tous les Chinois, même les aveugles et les sourds-muets, doivent rechercher des conseils dans les œuvres de Mao. La cérémonie est intitulée « Prendre les instructions le matin et rendre compte le soir ». De l'employé de chemin de fer le plus humble aux personnages les plus haut placés du pays, tous les Chinois doivent montrer à tout moment qu'ils sont pénétrés d'amour pour Mao. Le culte, aussi bizarre qu'il puisse être, avec sa succession d'icônes maoïstes, libère les énergies qui ont été étouffées pendant des années. La situation était devenue très bureaucratique, trop tranquille. Mao lui-même ressentait cela et disait « Il n'y a rien de pire au monde que l'eau qui stagne. » S'il n'y avait pas eu des choses à corriger, on n'aurait pas pu imaginer cette avalanche d'énergie et de passion populaire qui a brusquement explosé. C'était inattendu, même par Mao, imprévisible. Et il n'arrêtait pas de répéter « Qui aurait pu imaginer cela ?» Pour Mao, le rassemblement de la fête nationale est une consécration. Pour Liu Shaoqi, c'est sa dernière apparition officielle avant sa disgrâce. Avant la révolution culturelle, la discipline était très stricte. La liberté n'existait pas en Chine. Mais pendant, les choses ont changé. Nous pouvions nous en prendre à n'importe qui, à l'exception du président Mao et de Lin Biao. Tous les officiels étaient des cibles potentielles. Ils pouvaient être attaqués et renversés. C'était un peu l'anarchie. C'était la première expérience importante de démocratie que les Chinois avaient jamais connue. En ce sens qu'ils étaient libres d'écrire tout ce qu'ils voulaient sur des affiches murales, ils étaient libres de former des organisations politiques avec des gens qui pensaient comme eux.
的地。人是毛泽东思想武装起来的。Depuis le début de 1967, de nouveaux organes de pouvoir dans les villes et les provinces chinoises remplacent l'ancienne administration du parti, maintenant dénoncée comme un nid de révisionnisme. Ces comités révolutionnaires, comme on les appelle, sont constitués de soldats, d'ouvriers et de vétérans du parti, aux références maoïstes irréprochables. En avril, la formation du comité de Pékin, acclamée comme l'une des nouveautés les plus importantes de la révolution culturelle, est marquée par des cérémonies grandioses. Plus de 100 000 personnes se réunissent pour un rassemblement dans le plus grand stade de la ville. Pour marquer l'occasion, Chou En-lai en personne préside, accompagné de l'épouse de Mao, Jiang Qing, et du quatrième dans la hiérarchie, Shen Boda. Zhou Enlai croyait-il réellement que ses anciens collègues étaient des traîtres? Probablement pas, mais il était prêt à tout pour conserver la confiance de Mao, si cela lui permettait d'empêcher l'État chinois de sombrer. Certains en Chine l'ont critiqué pour s'être trop compromis, d'autres disaient que sans lui tout aurait été bien pire. Mais maintenir la Chine dans une telle période était une rude épreuve même pour Zhou Enlai. Physiquement, il a beaucoup changé au cours de la révolution culturelle. Quand je l'ai vu à cette époque-là, j'ai trouvé son visage plus ridé. Il avait des taches de vieillesse. Ses cheveux avaient blanchi et il avait maigri. Il ressemblait à un plombier, tout le temps en train de colmater les fuites causées par les autres. Et ça l'épuisait. Si la révolution culturelle n'avait pas éclaté, il ne serait pas mort si tôt. Il était si robuste. Mais la révolution culturelle l'a détruit. Chou En-lai et Jiang Qing sont proches tout au long de cette période. Mao a nommé sa femme directrice adjointe du groupe de la révolution culturelle qui dirige effectivement la Chine durant les 3 années de cet énorme bouleversement. Elle adore son nouveau pouvoir et sa nouvelle notoriété. Et Mao sait qu'il peut absolument compter sur elle parce qu'elle n'a que lui pour la soutenir. Pendant la révolution culturelle, les relations entre Jiang Qing et le président Mao étaient très bonnes. De ce point de vue-là, elle était le premier et le plus important allié du président. Je pense que si Jiang Qing est devenue aussi importante, c'est parce que le président Mao commençait à se servir d'elle et qu'ensuite, Zhou Enlai se pliait à ses volontés. Jiang Qing n'était pas femme à garder la langue dans sa poche. Si elle avait quelque chose à dire, elle n'hésitait pas. Elle était passionnée, extrémiste. Elle se mettait facilement en colère. C'était sans doute son côté actrice.
De tous ceux qui travaillaient pour elle, il n'y a que son cuisinier qui était épargné par ses critiques. Elle pouvait renvoyer un secrétaire ou un garde du corps, mais pas son chef. Il était indispensable pour elle. Jiang Qing était sans doute pragmatique. Pour le peuple, manger est aussi important que le ciel. Durant l'année 1967, la purge massive que Mao a mise en marche vise les échelons les plus élevés de la direction du parti. Peng Dehuai, le vieux maréchal qui ne mâchait pas ses mots et qui avait été aux côtés de Mao depuis 1928 jusqu'à ce qu'il ose critiquer le grand bond en avant du président, est traîné à une réunion de lutte. Pour les gardes rouges qui l'accusent, Peng est un élément 3 anti, gaspilleur, corrompu, bureaucrate. Zhang Wentian, le prédécesseur de Mao comme dirigeant du parti dans les années 30, est vilipendé avec lui. Les deux hommes ont consacré leur vie à la révolution chinoise. Maintenant, ils n'ont plus aucun droit. Depuis les faubourgs, les deux hommes sont emmenés vers la voie principale de Pékin, l'avenue de la paix éternelle, pour être exhibés devant la population. Puis, comme une ultime humiliation, ils sont conduits à la place Tiananmen, où, à l'époque de leur gloire, ils occupaient les places d'honneur. Pendant la révolution culturelle, les gens combattaient en bataille rangée. Je les voyais. Ils tenaient des réunions publiques de critique et d'humiliation. Ils faisaient à leurs victimes la coupe yin-yang, consistant à raser la moitié du crâne. Ils battaient les gens, ils allaient même jusqu'à les exécuter. Dans les journaux, on ne parlait pas de ces choses-là. C'était interdit de prendre des vraies photos. On ne devait y voir que des événements positifs, avec des foules enthousiastes en train d'applaudir. Cet été-là, alors que Mao voyage à travers les provinces, les gardes rouges convergent vers le parc entouré de murs de Zongnanhai, où Liu Shaoxi a sa résidence privée. Jour et nuit, durant des semaines, ils maintiennent un déluge d'insultes par haut-parleur. Des ultra-gauchistes comme Chi Ben-yu stimulent la foule. Ils exigent que le chef de l'État sorte pour faire face à ses accusateurs. Finalement, Liu est obligé d'obéir. Mais il n'y a pas de défense raisonnée possible contre les gardes rouges. En avril, mon père a été accusé d'être un jaune, un renégat, un traître masqué. Et il fut démis de tous ses postes, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du parti. Ma mère fut emmenée à l'université et nous, les enfants, nous avons été forcés de la suivre. L'épouse de Liu, Wang Guangmei, est attirée à l'université de Tsinghua par un faux appel téléphonique prétendant que l'une de ses filles vient d'être blessée dans un accident. Ma mère se tenait sur une estrade. On l'a vêtue d'une robe chinoise traditionnelle, comme les femmes de la bourgeoisie en portaient. On lui a mis un collier de balles de ping-pong, parce que Jiang Qing l'avait accusée de porter un collier de perles quand elle faisait des voyages à l'étranger. Jiang Qing joue un rôle clé dans l'élaboration des faits reprochés à Liu Shaoqi, tout comme le chef de la sécurité de Mao, Kang Chung, dont la police secrète rassemble des accusations non seulement contre Liu, mais aussi contre tous les hauts dirigeants que Mao est en train d'éliminer.
Le groupe d'enquêteurs spéciaux chargé de prouver la trahison de mes parents, Liu Shaoqi et Wang Gongmei, a persécuté au total 1 million de personnes. Quiconque avait été en contact avec eux, par exemple les gens qui avaient aidé ma mère à rejoindre le Parti communiste chinois, furent maintenus en prison, menottés jour et nuit. Pendant des années, ils ont dû se courber pour approcher leur bouche de leur bol, comme s'ils mangeaient dans une auge. En novembre 1968, le comité central du Parti communiste se réunit à Pékin pour préparer le jour où Mao décidera que le chaos a assez duré. Lin Biao prononce le discours-programme. Jiang Qing et les autres gauchistes sont officieusement pressentis pour de futurs postes au Politburo. Par un vote à main levée, Liu Shaoqi, alors en résidence surveillée, est définitivement exclu du parti. Pour le remplacer, Mao va nommer Lin Biao non seulement comme vice-président, mais aussi comme son successeur. Pour l'économie chinoise, la révolution culturelle touche à sa fin. Et il est vraiment temps. La violence entre les factions de garde rouge, utilisant souvent des armes lourdes, y compris dans certaines zones des tanks et des canons anti-aériens, a paralysé des secteurs importants de l'industrie du pays. Pendant 2 ans, de la fin de 1966 jusqu'à la fin de 1968, la pire période de la révolution culturelle, l'économie a subi d'énormes pertes. Le produit national brut de la Chine a beaucoup chuté. Selon ce qu'on sait maintenant, la baisse globale fut de l'ordre de 13 ou 14%. Les gardes rouges, leur rôle terminé, sont expédiés par Mao pour travailler à la campagne tout en lui jurant une loyauté indéfectible. Malgré ces belles paroles, le rappel à la réalité est pour la plupart d'entre eux brutal. D'après les critères de l'époque, ils menaient des vies privilégiées dans le confort des villes. Maintenant, ils se retrouvent dans de lointaines contrées de la Mongolie intérieure ou dans d'autres régions déshéritées. Et là-bas, les conditions de vie sont tout autres que ce qu'ils ont pu imaginer. Quand Mao Tse-tung a renvoyé les étudiants dans les zones rurales, nous avons tous vu que la vie des dizaines de millions de paysans était misérable. Ils vivaient dans des conditions terribles. Et là, on a commencé à douter de la supériorité du socialisme. À vrai dire, on était complètement désabusés. 6 mois plus tard, Mao peut enfin organiser un congrès du parti, le premier depuis 11 ans, pour déclarer que la révolution culturelle se termine, couronnée de succès. Dans la nouvelle constitution du parti, Mao désigna Lin Biao comme son compagnon d'armes le plus proche, un honneur que le président n'avait jamais accordé auparavant à aucun de ses collègues. Lors de son discours d'ouverture,
Mao a le sentiment d'avoir finalement mis en place une succession politique stable. Le nouveau comité central qu'il approuve représente un juste milieu entre les sympathisants de Lin Biao et les radicaux liés à sa femme Jiang Qing. L'armée, qui a émergé de la révolution culturelle comme la force politique prééminente, est récompensée avec des postes clés. Même Lin Biao se laisse gagner par l'enthousiasme, savourant son triomphe. Le discours de clôture de Mao, son dernier discours connu en public, reflète sa satisfaction envers la tournure prise par les événements. En 1969, Mao est à l'apogée de son pouvoir, vénéré par les radicaux à l'étranger et adulé en Chine. Tous ceux qui avaient douté de lui avaient été jetés dans les ténèbres. Cependant, sa victoire est vaine et peut-être le sait-il. Il a effectivement pulvérisé l'ancien monde, mais que propose-t-il pour le remplacer ? J'ai beaucoup pensé à la révolution culturelle. Durant celle-ci, les vies de nombreux innocents ont été gâchées. Et ça, c'est le côté négatif. Jusque-là, personne n'osait contester le Parti communiste. Mais durant la révolution culturelle, les gens ont commencé à penser par eux-mêmes. À l'origine, le but de Mao était de se débarrasser des dirigeants qui empruntaient la voie capitaliste. Mais en fait, ce qui s'est passé et que personne n'avait prévu, c'est que beaucoup de gens ont commencé à ouvrir les yeux et à se demander si le Parti communiste n'était pas en train de tout gâcher. Aussi, je pense que la révolution culturelle ne peut pas être montrée de façon totalement négative. Cependant, en 1969, la révolution culturelle n'est plus ce qu'elle était. La spontanéité a disparu et le rituel est orchestré avec une telle précision, à la seconde près, qu'il n'y a plus de surprise. Même Mao semble s'ennuyer. À force de répétition, les valeurs de la révolution culturelle ont été gravées dans la vie quotidienne de presque 1 milliard de personnes. La seule culture réside dans les opéras modèles de Jiang Qing. Écrivains et artistes sont réduits au silence ou condamnés à produire de la propagande à la gloire du régime. L'orthodoxie maoïste a tellement hypnotisé, enchaîné la Chine, qu'il est inévitable qu'un jour, le pendule reparte dans l'autre sens. À cette époque-là, en Chine, il devait y avoir 800 millions ou 1 milliard de personnes. Et l'esprit de ces 800 millions ou de ce milliard de personnes
n'en faisait plus qu'un, celui de Mao Tse-tung. Mais après la révolution culturelle, chacun avait acquis son indépendance d'esprit et pouvait aborder les problèmes individuellement. C'est le bénéfice le plus important de la révolution culturelle. Plus de vénération aveugle. Plus de longue vie à celui-ci ou longue vie à celui-là. C'est effectivement l'héritage de la révolution culturelle, bien que cela ne soit apparu clairement qu'après la mort de Mao. Jusque-là, le peuple chinois va continuer à faire semblant de participer à une société ultra-radicale à laquelle ils sont de moins en moins nombreux à croire. L'expérience va finalement s'avérer utile à la Chine. Mais à quel prix? Liu Shaoqi est mort dans une prison improvisée, dans une capitale provinciale éloignée, faute de soins médicaux qui lui ont été refusés. Sur son certificat de décès est écrit « Profession inconnue ». Beaucoup d'autres ont payé de leur vie. Des hommes qui avaient été aux côtés de Mao pendant des dizaines d'années. Et tous les anonymes. Au total, 1 million de personnes ont été tuées durant ces années.